Bonjour à tous, merci au CRIJ et à Christine Archias en particulier de nous offrir cette tribune pour nous permettre de parler d'acquisition aérienne. Alors on a beaucoup parlé déjà d'orthophoto, moi je vais en parler très peu, je vais plutôt parler de ce qui se passe un petit peu avant. Donc imagerie aérienne et nouvelle capacité des caméras d'acquisition, de la chaîne d'acquisition et de traitement. C'est toujours un petit peu émouvant et ça fait un petit peu démodé quand on veut parler d'acquisition aérienne, parce que si on utilise des schémas, et c'est ce que je vais faire, je vais utiliser des schémas, ce sont des schémas qui datent. Ce sont des schémas qui datent de... Enfin, il y a 30 ans, hein, je commençais à parler d'acquisition, et je parlais déjà avec les mêmes schémas. Et parce qu'on utilise les mêmes schémas, c'est assez trompeur parce qu'on a l'impression que rien ne bouge. Et c'est pour ça qu'en 2013, quand on parle des avions, quand on parle des caméras, quand on parle des photos aériennes, eh bien on a l'impression d'être un petit peu décalé. C'est à ceux qui, dans cette salle, pensent de cette manière que je vais m'adresser en particulier. Et j'espère pouvoir les convaincre en 20 minutes, puisque j'ai vu qu'on m'accordait 20 minutes, que eh bien, c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la vraie vie, que ça bouge, que ça bouillonne, et je vais vous parler de révolution dans le domaine de l'acquisition aérienne. Alors, pour ça, on va commencer quand même il y a 30 ans. Hein, il y a 30 ans, quand on voulait, souvenez-vous, on voulait acquérir des images, eh bien, on faisait voler un avion. Et il y a 30 ans, les années 80, le terrain, à ce moment-là, venait gentiment dessiner son image sur un film. Le film était installé dans la caméra. Alors dans l'avion, il y avait le pilote pour tenir le manche, bien sûr, surveiller la jauge. Il y avait le photographe pour surveiller la caméra. Et puis, il y avait le navigateur qui permettait à l'avion de suivre des lignes bien droites, de manière à ce que le terrain qu'on avait l'objectif de couvrir soit couvert parfaitement, sans hiatus. Quand on avait fait notre acquisition, dans les années 80, l'avion revenait à la base. Donc je vous parle du dispositif tel qu'il fonctionnait à l'IGN. On avait des laboratoires, on développait les films. Alors ça prenait un petit peu de temps, hein, on trempait les films dans les bains, on les faisait sécher. Et puis quand on avait acquis l'image, on envoyait sur le terrain des brigades de stéréo-préparateurs, c'était des géomètres qui travaillaient à partir des bornes géodésiques, des clochers, des points de 5e ordre qu'on voyait de loin, pour faire des orientations, déterminer des points visibles sur les clichés, qui allaient permettre de calculer la remise en géométrie, la modélisation de toute cette prise de vue aérienne. Alors c'était une époque où on avait du temps, où le contexte était moins contraint qu'aujourd'hui, et c'était une époque où on travaillait dans notre petit système local, avec nos bornes, qui étaient bien connues dans le système local. Et donc la vie était facile. Alors, à partir de ce schéma-là, si on regarde, il y a des points qui n'existent pas et qui sont très importants parce que c'est eux qui vont nous amener la révolution. Ce sont les points que j'ai appelés F1, F2, F3. Qu'on appelle les sommets de prise de vue, hein, pour les gens qui travaillent en photogrammétrie. Ces points-là, qui sont des points fictifs, eh bien, c'est par eux que tout va basculer. Et quand je disais on travaillait dans notre petit système local, eh bien, il y a un outil qui arrive sur le marché vers le milieu des années 80, un outil bizarre, un outil un peu barbare qui était fait pour l'armée américaine et qui avait un nom tout aussi barbare, c'était le GPS. Et le G de GPS, contrairement à nos petites habitudes de l'époque, ça voulait dire global. Alors, le GPS arrive, on imagine ce dispositif qui est en train de mûrir, on imagine qu'il va pouvoir aider à guider l'avion sur sa trajectoire. Et donc on va l'installer très rapidement dans l'avion photographe. Alors, au moment où on installe ce dispositif dans notre avion pour suivre la ligne de vol, bien sûr, on pense déjà à faire quelques économies, puisque ce navigateur électronique, informatique, déjà ça commence, hein, l'informatique s'appelle MS-DOS, à l'époque le système il s'appelle MS-DOS, notre écran fait 640 par 400 pixels, hein, c'est déjà des pixels, et puis je compte la mémoire en kilo-octets. Eh bien, ce GPS
va me permettre de remplacer un des personnels qui est essentiel à bord de l'avion, qui s'appelle le navigateur. Le navigateur photographe de l'époque va être remplacé par ce petit instrument qui est beaucoup plus calme. Parce que vous savez, dans le cockpit, quand il y avait le navigateur qui demandait au pilote d'aller tout droit ou de refaire un axe, ça mettait une tension énorme. Hein. Donc d'avoir un petit écran avec 2 chevrons qui disent va un peu à gauche, va un peu à droite, c'est beaucoup plus facile à supporter pour le pilote. Alors les photogrammètres, voyant arriver ce navigateur nouveau dans l'avion, ont l'idée à l'époque... Pardon, on m'entendait pas ? Un petit peu, ça va mieux. Donc les photogrammètres ont l'idée, excusez-moi pour ceux qui ont manqué le début, il n'y avait rien de très intéressant, c'était le tout début. Donc les photogrammètres ont l'idée de brancher la caméra sur le récepteur GPS. Et là, c'est un pari un petit peu fou. Pourquoi ? Parce que le GPS n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on connaît aujourd'hui. Le GPS à l'époque est monofréquence, on n'a que ça. Il est monofréquence et les Américains qui ne souhaitent pas que cet outil soit utilisé contre leurs intérêts embrouillent le message. Alors il y avait là aussi c'est un nom barbare, c'était la Select Availability, qui était donc un dispositif imaginé pour perturber le temps qu'émettait le satellite de manière à ce que le positionnement soit faussé. Donc vous voyez, avec ça, prétendre localiser l'avion photographe, c'était un petit peu osé. Eh bien néanmoins, on a cherché, parce que ça nous amusait, on avait l'idée de jouer un petit peu avec ces équations, on a cherché à positionner sur la trajectoire de l'avion qu'on pouvait enregistrer l'instant où la caméra prenait son cliché. Alors c'était un jeu. C'était un jeu et quand on a commencé à regarder, ça ne marchait pas du tout. Cependant, il y a quelque chose qui était fabuleux, c'est que la trajectoire n'était pas à sa place, mais sur la trajectoire, de manière différentielle, hein, en position respective des uns par rapport aux autres, les clichés étaient parfaitement positionnés. Alors là, ça a été une révolution. Ça a été une révolution, pourquoi ? Parce que en combinant les équations de la photogrammétrie qu'on utilisait pour calculer la mise en géométrie avec les équations du GPS, eh bien, on arrivait à repositionner la trajectoire et nos points, nos sommets qui étaient parfaitement positionnés sur cette trajectoire, mal positionnés dans l'absolu, devenaient des points d'appui du système. Et c'est ça la première révolution dont je voulais vous parler, c'est le fait que la stéréopréparation, le travail que faisaient nos géomètres sur le terrain venait de changer de rôle. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur le terrain pour positionner des clichés, qui nécessitaient beaucoup de points, on allait sur le terrain pour positionner la trajectoire de l'avion. Et une fois que cette trajectoire était positionnée, chaque sommet de prise de vue, ces points fictifs dont je vous parle, devenaient un point terrain, connu dans le système terrain. Alors, c'est la première révolution. C'est en 1992, la division par un facteur 10 de l'énergie qui était nécessaire pour aller équiper les prises de vue sur le terrain. Grâce à l'arrivée de ce système GPS, grâce à l'introduction de formules un petit peu subtiles qui ont donné naissance à une thèse d'ailleurs. Alors c'est une thèse dont je voulais parler parce que ça nous a vraiment marqué. Nous étions, nous, jeunes ingénieurs en production photogrammétrique, et puis il y a un vieux monsieur qui s'appelait Claude Million. Alors les gens qui lisent la revue de l'AFT, XYZ, ont certainement entendu parler ou lu des articles de Claude Million à l'époque. Ce monsieur était un ingénieur en construction métallique. Ça, il faisait des hangars métalliques. Et donc il calculait des contraintes sur des poutres métalliques. Et à la retraite, il avait imaginé venir faire sa thèse à l'IGN, et le sujet de thèse qu'on lui avait proposé, ça l'avait un petit peu fasciné parce que grâce au schéma que je vous ai montré au début, il s'est dit tiens, ça ressemble fort à ce que je connais, et donc c'est lui qui a travaillé là-dessus et qui en 88 a publié sa thèse avec succès. Voilà, donc tout ça simplement pour vous dire qu'à l'époque, au début de cette aventure, on avait vraiment une histoire humaine, hein, de l'introduction du GPS à l'IGN dans les avions et dans la photogrammétrie. C'était quelque chose d'assez émouvant. Pourquoi ? Parce que, bon, on a eu de la chance, on a eu des gens comme ce monsieur Claude Million, puis on en a eu un autre
qui travaillait dans une boîte française, on appelait à l'époque la Sercel. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Sercel, c'était les premiers récepteurs GPS. Et on a eu la chance, quand on a cherché à faire notre petit positionnement de l'avion, on a eu la chance d'avoir choisi le seul récepteur sur le marché qui avait la propriété de dater le signal en temps GPS. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était le temps satellite qui était utilisé, et ça veut dire que le satellite étant considéré comme un point connu, à l'instant où il envoyait son message, eh bien on avait sa position exacte pour tous les satellites. Et donc il n'y avait pas de correction à faire là-dessus. Et c'est ça qui permettait d'avoir la précision qu'on cherchait, alors en différentiel, hein, je le répète, avec une trajectoire qui était positionnée de l'ordre du mètre. Bon, donc ça c'était la première révolution. On divise par 10 le temps de terrain dans les années 92, et en parallèle, les labos de recherche préparent la seconde révolution dont je vais vous parler, et qui va arriver dans les années 2000. Donc je parle de la deuxième révolution. La deuxième révolution, dans les années 2000, se prépare dans les laboratoires, c'est la caméra numérique. Alors la caméra numérique à l'IGN à l'époque, c'est un prototype de laboratoire. Et je dis que c'est une révolution peut-être même supérieure à la première, parce qu'en fait personne n'y croyait. Le rôle de l'IGN, c'est de faire progresser un petit peu, c'est une des missions de l'IGN que de faire progresser un petit peu les techniques autour de l'information géographique. Et donc le développement de cette caméra rentrait dans cette mission. Et entre 2000 et 2005, on a cherché des industriels après avoir montré la faisabilité de l'opération, pour porter le projet et développer la caméra numérique. Eh bien, on n'en a pas trouvé. On n'en a pas trouvé parce que personne n'y croyait et parce qu'il y avait à l'époque le souhait d'amortir les caméras analogiques dernier cri. Vous savez, on sortait les caméras avec des compensations de filet. Alors le filet, c'est le déplacement du terrain sous l'avion pendant le temps d'ouverture de la caméra. Et donc pour compenser ça sur des films, vous vous rendez compte, il faut faire déplacer le fond de chambre à la vitesse de l'avion. Hein, c'est quelque chose d'assez fantastique. Alors avec la caméra numérique, on fait simplement un petit transfert d'informations d'un pixel à un autre. Mais toute la recherche autour de ces nouvelles caméras, toute la recherche autour des scanners, interdisait quasiment à l'industriel, aux industriels, c'était Zeiss, c'était Leica, c'était Ville Leica à l'époque, d'investir sur le numérique. Et donc ce sont nos laboratoires qui ont développé les premières caméras. Et la deuxième révolution en production est arrivée en 2004, avec 50% du programme d'acquisition réalisé par l'IGN avec ses propres caméras numériques fabriquées dans les laboratoires. Vous voyez donc à droite la caméra qui est en train de se faire installer dans l'avion. C'est assez rudimentaire, hein, ça fait un petit peu mécano-bricolage. Hein. Et c'est avec ça qu'on a fonctionné, et qu'on a fonctionné jusque dans les années 2010 en acquisition aérienne à l'IGN. Et alors ce qui était fabuleux, et la révolution c'est aussi ça, c'est qu'on avait l'habitude de travailler avec de la couleur. Et bien brutalement, ce jour-là, le jour où on a produit avec ces caméras, on avait non plus de la couleur sur nos images, mais de la radiométrie. La radiométrie, ça veut dire que dans chacun des canaux, on faisait une mesure d'information qui était conditionnée par la nature du matériau photographié. Alors vous vous rendez compte, au niveau thématique, déjà on mettait un canal infrarouge de façon systématique, donc on avait une réponse radiométrique, ce que les télédétecteurs de l'époque appelaient la signature spectrale avec les satellites. On avait ça avec l'avion à des résolutions beaucoup plus fines. Alors tous ceux qui voulaient faire de l'étude radiométrique, de l'étude thématique, mais aussi de l'égalisation, de l'homogénéisation des images. Hein. Il suffit de regarder la qualité des orthophotographies et l'homogénéité des couvertures avant 2004 et après 2004 pour se rendre compte qu'on n'a plus du tout la même qualité et les mêmes puissances au niveau du travail de l'image. Heureusement qu'on avait évolué aussi, et ça c'est un point important de cette affaire, heureusement qu'on avait évolué aussi au niveau de l'informatique. Parce que notre image, là, quand je vous dis, c'est la petite caméra, la toute première, elle fait 4000 pixels par 4000 pixels, eh bien il n'empêche que 4000 pixels par 4000 pixels, multiplié par 4 canaux, ça commence à faire de la donnée informatique que MS-DOS ne savait pas transférer d'un disque à un autre, d'un micro à un autre, d'un ordinateur à un autre. Et donc il fallait, et c'est grâce à cette évolution de l'informatique, il fallait qu'on évolue au niveau des réseaux, au niveau des outils, pour permettre cette évolution au niveau de l'acquisition.
Un point important, c'est la nature de la décision qui a été prise lorsqu'en 2005, on est passé à l'ensemble du programme d'acquisition, on est passé en numérique. Je vous ai parlé de mes 4000 pixels. Il faut savoir qu'avant cette caméra numérique, donc on utilisait des clichés 24-24 du film. La fauchée de l'avion, c'était à peu près 5 km, hein, pour des prises de vue au 25 millième de l'époque. La fauchée de l'avion, c'était à peu près 5 km. Quand on passe à un capteur de 4000 pixels, eh bien, on divise de plus d'un facteur 2 la fauchée. Alors c'est quoi la fauchée? C'est la couverture, c'est l'emprise couverte par un passage de l'avion. Ça veut dire qu'en 2005, il y a des directeurs qui, bien qu'on ait une réticence assez forte au niveau de l'industriel, eh bien il y a des directeurs qui, croyant à cette aventure fantastique du numérique qui arrivait en acquisition aérienne, ont pris la décision de choisir une logique, on va dire scientifique, de donner priorité à une logique scientifique par rapport à une logique purement comptable. Et ça aussi, ça a été une force de l'époque. Je pense que si on n'avait pas eu cette force au niveau de la direction de l'IGN, qui a considéré que cette mission d'évolution des techniques était aussi importante que la mission de production, eh bien, je pense qu'on aurait manqué une marche, tout simplement, en entrant dans le 21e siècle. Bon, je le dis, c'est un peu pompeux, hein, mais on peut le dire comme ça quand même. Hein. Alors, vous voyez ici sur le côté de la caméra, il y a des petits traits rouges, des petits traits bleus, une sorte de boîte à petits pois qui est collée sur la face de la caméra là. C'est déjà une centrale à inertie, c'est-à-dire que pendant qu'on produisait avec cette caméra 4000, nos ingénieurs dans le laboratoire de recherche testaient déjà l'apport que pouvait apporter la centrale à inertie sur la caméra. Alors, les conclusions, elles n'ont pas été en faveur de ce qu'on commençait à appeler à l'époque le géoréférencement direct. Et la question qui se posait, c'est est-ce que le géoréférencement direct, c'est-à-dire est-ce que la mesure de l'orientation de la caméra au moment de la prise de vue allait pouvoir tuer la photogrammétrie, c'est-à-dire toute cette technique qui demandait beaucoup de temps pour orienter les images. Les gens qui vendaient les centrales affirmaient que oui. Et les tests qu'on a menés pouvaient laisser croire qu'il y avait un risque ou une chance pour l'utilisateur, parce que ça fait baisser les coûts. Il se trouve que l'aventure dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous permettait de localiser un avion photographe avec précision, moyennant quelques calculs, et à 500 km, voire plus, du point fixe, donnait à nos avions photographes une liberté d'action qu'on aurait perdu en investissant dans la centrale. Pour que cette centrale inertielle joue pleinement son rôle, on a besoin d'un positionnement très précis de l'avion. Et ce positionnement était possible avec le GPS à condition de conserver un point fixe à moins de 30 km de l'avion photographe. Alors, pour vous qui utilisez de la prise de vue sur une échelle régionale, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour l'opération. Avoir le jour où les conditions météorologiques sont bonnes, le jour où la circulation aérienne vous donne l'autorisation de vol, avoir un géomètre sur le terrain qui surveille un GPS pendant que l'avion vole, avec tous les faux départs que ça peut occasionner, le jour où les conditions l'avion arrive sur zone, les conditions ne permettent pas de voler, on fait rentrer le géomètre, le jour, et puis un géomètre tous les 30 km. Donc nous, on a considéré que notre système de l'époque, en monofréquence, était plus efficace encore à l'époque que cette centrale à inertie. Ça n'était pas suffisamment mûr pour être utilisé. Alors, on a produit jusqu'en 2010 avec notre caméra 4000 et le point faible de cet outil de laboratoire, c'était, comme je vous l'ai dit, la fauchée. Hein, la fauchée contre laquelle la faiblesse de la fauchée contre laquelle nos laboratoires ont travaillé pour lutter et pour nous faire fonctionner en 2010 la caméra moyen format
qui avait une fauchée double. Alors la petite fauchée, c'est un inconvénient hein, au niveau économique quand on veut couvrir une grande zone de terrain. Attention, ce n'est pas seulement un inconvénient. Quand on est proche du nadir de l'avion, hein, quand on est sous l'avion, eh bien, vous le verrez vraisemblablement dans les présentations qui vont suivre, l'impact d'un défaut de MNT sur l'ortho est moindre. Donc avoir une faible fauchée, ça permet de faire des orthos de qualité, y compris lorsque le modèle numérique de terrain n'est pas de haute qualité. Avoir une faible fauchée, ça permet aussi, dans des zones où le sursol est important, de limiter les dévers liés au bâtiment. Donc il n'y avait pas que des inconvénients. Il n'empêche que si on veut faire, et ce qu'on a fait ensuite, faire de la texturation de façade, par exemple en zone urbaine, on a intérêt à avoir à la fois l'image non déformée sous l'avion, mais des images avec du dévers en bord d'image. Donc on avait tout intérêt à augmenter cette fauchée. Alors la caméra V2, sa particularité, quand on l'a vu arriver nous en production, eh bien ce sont les trous. Vous voyez, on dirait un gruyère, hein, il y a toujours les 4 têtes de caméra, il y a un truc au milieu qui était censé devenir une tête, mais qui ne l'est jamais devenu. Et puis c'était les trous. Eh bien les trous, c'était la préparation de nos chercheurs pour la génération suivante. Qui consistait à mettre en œuvre des algorithmes un petit peu fins qu'on appelait fusion d'images. Alors c'est quoi la fusion d'images? Eh bien on ajoute dans les trous de notre dispositif des capteurs avec une focale différente de manière à, sur la même zone que la zone couverte par les capteurs rouge, vert, bleu, acquérir des pixels panchromatiques qui vont avoir une résolution moindre. Alors on joue pour ça sur les focales de la caméra et l'idée c'est d'augmenter, alors d'augmenter quoi? D'augmenter le nombre de pixels. Augmenter le nombre de pixels, ça veut dire pour une même fauchée augmenter la résolution, ou bien ça peut vouloir dire aussi, si on a envie d'une plus grande fauchée, permettre à l'avion de voler plus haut pour une résolution identique. Alors bon, on en ajoute dans chacun des trous. Ce qui fait qu'en fait, eh bien, là où on avait 7200 pixels, eh bien, on arrive à 14 000, enfin 7002 ou 7003, on arrive à 14 600. Et puis là où on avait 5003, on arrive à 10 600. Donc on voit multiplier les pixels. Alors multiplier les pixels avec l'idée de coloriser ces petits pixels panchromatiques grâce à l'information qui nous vient de l'image couleur. Alors là aussi, attention, c'est plus MS-DOS, le système informatique, il a encore bien évolué parce qu'une image, elle fait, pour chaque plan, 150 millions de pixels. Alors je la veux en rouge, je la veux en vert, je la veux en bleu, je la veux en infrarouge. Donc chaque fois que j'acquiers une image, j'acquiers 4 fois mes 155 millions de pixels. Et donc là, ça commence à faire de la donnée par image. Alors on se dit, bon, c'est pas grave, puisque les images sont plus grandes, on va en faire moins. Eh bien pas du tout, parce qu'en parallèle, le besoin en résolution va croissant. Et donc des images, on en fait toujours autant, et elles deviennent de plus en plus grosses. Et donc on a un problème de stockage, mais pas seulement de stockage, de traitement, de circulation dans les bus, dans les réseaux. Et donc, heureusement que l'informatique évolue de façon vertigineuse, sinon tout ce dont je vous parle là ne serait pas possible. Alors, je fais une petite remarque ici sur ce qu'on appelle cette fusion d'images, et je vous ai dit, en jouant sur les focales, il y a un rapport hein, entre la focale rouge, vert, bleu, et puis la focale du panchromatique. C'est ce ratio entre les focales qui donne ce qu'on appelle le facteur de pan sharpening. Et donc si on exagère trop, parce qu'on voit que là c'est presque sans limite, si on exagère trop, c'est ça qui va donner sur les images une sorte de halo. De halo, par exemple, vous voyez les toits qui bavent un petit peu, eh bien c'est quand on colorise en exagérant un petit peu trop le ratio de manière à bénéficier de façon exagérée, je dirais, de cette augmentation, de cette multiplication des pixels. Donc l'image a grossi, on en fait toujours autant. Donc il n'y a pas le choix, il va falloir automatiser. Et là,
on a de la chance parce que je dis que l'informatique a évolué, c'est pire que ça. On ne parle plus aujourd'hui de micro, on parle de cluster. On a des machines multicœurs qui vont travailler en réseau. Et puis, on a la chance aussi d'avoir vu évoluer les algorithmes de positionnement de l'avion et toute une infrastructure qui permet d'éviter, en mettant la centrale à inertie et en l'utilisant pleinement, d'éviter d'avoir à envoyer notre géomètre sur le terrain sous l'avion. Hein, le référentiel permanent, mais aussi les éphémérides précises au niveau des satellites, et puis les algorithmes de calcul qui permettent de générer des stations virtuelles au niveau du GPS, nous permettent de tirer pleinement parti de l'information acquise. Et ça, c'est la révolution suivante. Tirer pleinement parti au niveau de la photogrammétrie, de l'information acquise et mesurée par la centrale lors de l'acquisition, eh bien ça va permettre, associé à la puissance informatique, de traiter de façon complètement automatique le problème de la photogrammétrie. Alors là encore, on aurait pu croire que la centrale à inertie allait tuer l'opération photogrammétrique, ce n'est pas le cas. Je vais vous montrer des exemples. Ce qu'on peut dire, c'est que, et là c'est encore une révolution qui touche à la stéréopréparation, hein, ce qu'on peut dire c'est que la stéréopréparation va changer de rôle. On n'a plus besoin d'attendre le fruit du travail des géomètres de terrain pour commencer à produire en photogrammétrie si on dispose de quelques points d'archives. Alors, quelques exemples. Ici, vous avez le premier chantier qu'on a traité en 2012. Donc ça, on est vraiment dans... C'est aujourd'hui. Hein. En 2012, on traite un chantier sur l'île de la Réunion. On l'appuie uniquement sur des points d'archives. Et on vous donne le résultat grâce au point de la stéréopréparation, parce qu'on a quand même, c'était le premier chantier, on a envoyé une équipe de stéréopréparation sur le terrain. D'abord parce que c'est agréable d'aller à la Réunion. Ensuite, parce que on n'était pas sûr, encore une fois, c'est une aventure là, hein, je vous montre la production et la recherche qui évoluent ensemble. On envoie nos équipes sur le terrain et voilà un bloc de 4000 clichés mis en géométrie de façon complètement automatique sur des points d'archives et contrôlés sur les points du terrain. Et vous avez ici l'écart de précision entre le géoréférencement direct, c'est-à-dire l'utilisation des mesures de la centrale à inertie, et puis un géoréférencement calculé de façon complètement automatique qui nous donne donc un gain grâce à la photogrammétrie, grâce à la recherche automatique de points de liaison, grâce à la recherche grâce à la dynamique de l'image qui permet cette recherche de points automatiques et grâce aux mesures inertielles, on obtient aujourd'hui par des calculs où on fait travailler ensemble et en réseau de nombreux ordinateurs qui sont, comme je le disais, des ordinateurs multicœurs, on utilise toute la puissance de calcul, et bien en quelques heures, on va dire quelques dizaines d'heures, on sort un résultat exploitable. Et donc la stéréopréparation, les gens qu'on envoie sur le terrain, ont pour mission aujourd'hui d'entretenir les points d'archives pour qu'on puisse l'utiliser pour le chantier suivant, et puis de contrôler, les points servent à contrôler la qualité de l'information produite. Alors, j'ai pris beaucoup de temps. Je vais terminer sur cette carte à 3 couleurs pour d'abord insister sur l'intérêt qu'il y a pour et sur l'enjeu qu'il y a pour l'intérêt qu'il y a pour la collectivité et l'enjeu qu'il y a pour l'État à permettre que la collectivité nationale, les collectivités locales et les utilisateurs puissent optimiser le bénéfice qu'on peut tirer de toutes ces évolutions dont je vous ai parlé. Hein. La dernière, elle est de 2012. L'ensemble des chantiers qui ont été faits par l'IGN ont été traités de cette façon en 2012. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de trouver comment mettre tout ça au service de l'utilisateur, au service de la collectivité. Et c'est dans cet esprit que l'IGN travaille la notion de partenariat avec les collectivités comme le CRIJ, avec les régions, de manière à éviter le gaspillage, à tirer pleinement profit de tout ça. Et donc, si la carte a 3 couleurs, ça veut dire que, eh bien, on doit réussir à
mettre en place des programmes pluriannuels qui répondent, et là j'ai mis 3 couleurs parce que je pense que sur 3 ans ça devrait être possible, qui répondent au mieux à l'ensemble des partenaires et aux besoins des partenaires. Il y avait dans le programme initial une allusion au satellite et c'est vrai que je ne suis pas un spécialiste du satellite. Bon allez, je le dis, j'ai travaillé sur le satellite. Et quand je dis le satellite, c'est bien sûr du satellite Pléiade dont on parle aujourd'hui. On ne peut pas, ce matin, j'ai vu qu'on l'avait rayé parce que c'est à ma demande, j'ai dit c'est pas mon rôle, je ne viens pas pour parler du satellite, on parle d'acquisition aérienne. Je vais en dire 2 mots quand même parce que je pense que c'est une révolution qu'on attendait. Le satellite Pléiade allait-il tuer la photogrammétrie et l'avion, remplacer l'avion? Je pense que les idées sont claires aujourd'hui à l'IGN sur le fait qu'il y a une complémentarité à trouver, que les images du satellite Pléiade qui sont en test au niveau de nos productions ont certainement un rôle à jouer et ont une place à trouver si les promesses sont tenues en termes de qualité image et en termes de fréquence d'acquisition, avec toujours cette ambition de rendre le meilleur service, la meilleure réponse aux besoins. Et je pense que si on a un besoin de meilleure fréquence, et si la fréquence d'acquisition du satellite tient ses promesses, peut-être qu'on aura une complémentarité à trouver entre l'image aérienne et l'image satellite. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie.